c'est l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Moi, je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Alors cette semaine encore, nous sommes donc en compagnie de l'anthropologue et journaliste spécialiste de la sexualité au Japon, Agnès Girard. Alors la semaine dernière, nous étions revenus donc sur les personnages virtuels avec lesquels les personnes s'engagent dans des relations amoureuses. Et cette semaine, nous allons nous intéresser plus spécifiquement donc à la question des sexualités virtuelles, toujours dans une réflexion sur l'amour, et aussi à ce qu'il advient lorsque les personnages meurent, en s'intéressant cette fois-ci donc à la question de la mort. Agnès Girard, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, lorsqu'on s'intéresse donc aux questions d'amour artificiel, on peut s'interroger sur la question donc des relations sexuelles qu'on peut avoir avec ces personnages, puisque ces personnages fictifs ne sont pas incarnés. Ils n'ont pas de corps, et pourtant, les phytosexuels, donc les personnes qui sont amoureuses de personnages fictifs, qui sont en relation avec des personnages fictifs, vont développer des formes de sexualité alternatives qui laissent une grande place à l'érotisme. Tout l'enjeu, ça va être justement de réincarner des personnages, que ce soit donc par le biais de poupées, de coussins sur lesquels les personnages sont dessinés. Vous parlez par exemple de Daki Makura, qui sont donc des oreillers où sont dessinés un personnage fictif. Côté pile, le personnage va être habillé de manière normale, et puis côté face, la personne va être relativement dénudée. Donc par exemple pour une femme, ça peut être un personnage qui cache sa poitrine. Pour un homme, ça va être quelqu'un qui peut être en train d'enlever sa ceinture. Et ces oreillers sont relativement longs pour pouvoir être serrés dans les bras. Et vous dites finalement qu'ils ont une texture qui permet de reproduire la peau. Il y a aussi la possibilité d'acheter des parfums pour ressentir l'odeur de la personne. Donc un ensemble de dispositifs qui permettent de réincarner en fait un personnage qui autrement n'est pas palpable et fictif. Il y a tout un érotisme qui passe par le son. Donc il est possible d'écouter des CD ou de jouer donc à des jeux. Donc on en a parlé la semaine dernière d'Otome Games où les personnages sont donc doublés par des acteurs professionnels qui vont les incarner. Et là, je vais vous proposer d'écouter un extrait que vous avez choisi du trailer de Collar X Malice, qui est un otome game dans lequel l'héroïne, et qui est policière, doit résoudre donc un ensemble de crimes perpétrés par une organisation terroriste qui affirme lutter donc contre la corruption des élites au Japon. Et pour cela, donc, elle peut développer des relations avec un ensemble de personnages masculins qui vont permettent de développer différentes facettes de l'histoire. Vous allez donc entendre les voix de tous les personnages avec lesquels on peut développer des relations dans le jeu. 全ての現場には共通してローマ数字とコインが残されている。X デー事件の。俺にはわかるよ。君は嘘がつけない子。この式のことでどうしてどうする。この時は。わざと証拠を残したようにしか思えない。 X デー事件のように大量殺人を引き起こす犯人にはいくつかの共通アドニスの一員 X デーについて何を知ってる。お前さ、逆恨みで何人殺したの？どうして俺が。憎しみが憎しみを、悲しみが新たな悲しみを生んで、また犯罪が起きる。 Donc c'était un extrait du jeu qui est disponible sur Nintendo Switch, Collar X Malice, qui est donc désormais disponible en anglais si jamais des personnes veulent essayer d'y jouer. Il n'est pas encore accessible en français, parce que les otome games ne sont pas encore beaucoup traduits en France, voire pas du tout. Donc les doubleurs qui vont donc incarner ces personnages, là vous avez pu en entendre, qui incarnent donc un ensemble de personnages avec lesquels vous pouvez avoir une relation dans le jeu. Ces doubleurs, ils utilisent des micros qui produisent un son binaural, qui sont les micros qui sont utilisés quand on fait de la ASMR. Ce sont des micros qui vous donnent l'impression qu'en fait la voix vient directement dans l'oreille, dans votre oreille droite ou votre oreille gauche, et ça peut vous donner l'impression que quelqu'un vous parle, vous chuchote ou susurre dans votre oreille. Et je me suis intéressée à cette question des doubleurs parce que vous expliquez donc qu'au Japon, ce sont des personnes extrêmement respectées. On a des personnes qui sont extrêmement célèbres, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, en France. Les doubleurs sont relativement peu connus. Ils commencent désormais à être de plus en plus connus. Et ce qui m'a intéressée, c'est que vous expliquez bien, finalement, on attend des doubleurs qu'ils restent célibataires. Ce qu'on retrouve aussi par rapport aux idols, notamment les idols de Korean Pop et de Japan Pop, avec l'idée que ces personnes devraient rester célibataires pour pouvoir continuer à faire fantasmer, alors que paradoxalement, vous montrez bien que ça ne pose pas de problème
que des personnes puissent se marier avec le même personnage. Vous citez plusieurs exemples de personnes qui se sont mariées avec Hatsune Miku, un personnage fictif d'une jeune fille avec des couettes qui chante. Du coup, je me posais cette question de cette jalousie. Pourquoi est-ce que les doubleurs ne peuvent pas être en couple alors qu'il est possible? C'est pas si facile en réalité d'épouser Hatsune Miku. On reçoit aussi des menaces de mort de la part des autres amoureux qui estiment que c'est totalement ignoble de s'approprier ainsi leur Hatsune Miku. Et donc Akihiko Kondo, entre autres, qui est vraiment un des époux les plus connus puisqu'il l'a épousée officiellement, publiquement, médiatiquement, etc., a dû essuyer des salves d'insultes, pour rester poli, et se justifie en disant « mais moi j'ai épousé ma Hatsune Miku, celle de chez moi ». Alors, comment comprendre ? Une amie à qui je posais la question de la jalousie me dit « mais c'est comme si, avec des amis, j'allais acheter un chien, un chihuahua. Il y aura mon chihuahua, le chihuahua de mon ami, celui de l'autre ami. Chacun, on aura notre chihuahua. » Eh bien, pour le personnage, c'est la même chose. Libre aux utilisatrices du jeu, de la franchise, du contenu, de s'approprier le personnage en le soignant et en créant ce qu'on appelle du souvenir avec le personnage, raison pour laquelle il est d'usage de célébrer l'anniversaire de la première rencontre, de célébrer l'anniversaire en fait de la création du jeu, de l'emmener se promener, de créer des albums photos avec le personnage et d'une certaine manière d'enregistrer, un peu comme un couple le ferait, tous les moments heureux d'une vie sous des formes diverses et variées. Ça peut être des journaux intimes, etc. De façon à prouver aux autres utilisatrices que la vie qui a été développée avec le personnage est une vie unique, une ligne comme on dit. Donc chaque femme peut avoir des lignes avec le même personnage et a priori ne sont pas jalouses entre elles. A priori, je dis bien, puisqu'il y en a qui ne supportent pas de partager le personnage, qui l'écrivent sur leurs réseaux sociaux et celles-là suppriment systématiquement tous les liens avec des rivales, entre guillemets. Et justement, du coup, par rapport à ces doubleurs, voilà, vous dites ils ont pas la possibilité d'être en couple justement pour ça, ils devraient finalement rester célibataires. Et je voudrais comprendre pourquoi est-ce que c'est particulièrement difficile de distinguer ce qui relève de la personne et du rôle qu'elle incarne, parce qu'en fait on a l'impression qu'ils sont tellement fusionnés que voilà, c'est plus possible pour la personne d'être en couple. Oui, un être humain en fait, une fois qu'il a été d'une certaine manière approprié par un autre être humain, on ne peut pas le diviser. Les personnages, eux, sont reproductibles à l'infini et ils circulent sur des supports différents, alors que les humains, malheureusement, n'ont pas cette capacité. Donc voilà, en fait, c'est toute la différence. Oui. Une fois qu'un humain a épousé une autre personne de son espèce, eh bien, c'est fini, d'une certaine manière. Il ne peut plus se partager entre ses fans. Ce qui m'a fasciné dans votre ouvrage, c'est que finalement, les femmes qui entrent en relation avec des êtres virtuels semblent assumer et peut-être encore plus davantage que dans une relation hétérosexuelle avec un humain, elles semblent assumer leur sexualité. En effet, vous mentionnez par exemple le cas de femmes qui vont écrire des doujinshi, donc des mangas où elles vont par exemple dessiner leurs personnages préférés ayant des relations sexuelles avec d'autres personnes. Et vous mentionnez aussi un jeu qui s'appelle Ensemble Stars, dans lequel on suit de jeunes prétendants idols, donc de jeunes prétendants qui veulent devenir des stars, et plus on est en haut des statistiques du jeu, donc on se connecte, on participe au jeu, plus on peut obtenir des cartes des personnages, et notamment des cartes qui les représentent de manière érotique. Et donc il y a des femmes qui jouent pendant des heures durant, dans l'espoir d'obtenir une carte d'un de leurs personnages préférés, une carte érotique tout simplement. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que je me suis dit, finalement, est-ce que ces relations artificielles ne permettent pas à certaines femmes d'assumer et d'explorer leurs désirs sans craindre une forme d'opprobre sociale ? Alors, je pense pas qu'au Japon, ça soit si compliqué que ça d'assouvir ses besoins, en fait. Non, je crois qu'on peut avoir autant de sex friends qu'on veut. Le problème n'est pas là. Le problème est plutôt au niveau de l'amour. Dès qu'on tombe amoureux, eh bien, on a envie de vivre en couple. Et quand on vit en couple, il faut se marier. Et quand on se marie, il faut retomber dans le schéma patriarcal de la femme qui renonce à son indépendance. Donc, c'est vraiment les histoires de cœur qui posent problème au Japon. Il me semble pas qu'il y ait de tabou judéo-chrétien pas aussi fort que chez nous en tout cas, parce que malgré tout, il y a bien sûr eu une influence causée par le fait que le Japon ait ouvert ses frontières au 19e siècle. Mais malgré tout, voilà, ça va. Le doujinshi n'est pas un moyen d'exprimer sa sexualité.
Le doujinshi est un moyen de répandre le culte qu'on voue à un personnage. Donc en fait, il faut complètement retourner la chose. Il ne s'agit pas pour ces femmes de se faire valoir, de se mettre en scène, de montrer leur nombril, d'exprimer leurs fantasmes et d'attirer l'attention sur elles. Il s'agit exactement du contraire. C'est-à-dire, elles vouent au personnage un culte qui relève du culte sacrificiel et qui consiste à lui consacrer leur nuit entière, après le travail, à écrire des mangas extrêmement érotiques sur le personnage. Pourquoi faire ? Parce qu'il s'agit de conquérir pour lui une audience plus large, pour défendre la valeur du personnage, pour faire en sorte qu'il y ait d'autres femmes qui l'aiment, qui s'intéressent à lui, qui le trouvent sexy, qui deviennent du coup des consommatrices de ce personnage, et du coup de faire perdurer la vie du personnage, puisque si le personnage est bankable, eh bien l'entreprise va produire sur lui des scénarios supplémentaires, va payer des doubleurs pour qu'il enregistre des messages d'amour qui seront ensuite disponibles en ligne, des dessins animés seront produits, des spectacles musicaux, etc. Donc l'argent en fait sera recyclé en durée de vie du personnage. Donc l'idée de faire du doujinshi, c'est-à-dire des mangas amateurs pornographiques sur un personnage, c'est une idée de prosélytisme et une idée qui va avec le renoncement au bien de ce monde. Alors je m'explique, beaucoup de femmes consacrent énormément de leur temps et de leur argent et de leur énergie à assurer la publicité pour le contenu qu'elles apprécient, afin de prêcher la bonne parole. Elles se désignent comme des missionnaires, comme des zélotes. Elles utilisent des mots comme chaleur, cluster. Il s'agit de répandre la flamme comme d'une épidémie, de faire en sorte qu'un maximum de personnes soient infectées par l'amour du personnage. En fait, c'est ça. Le sexe est le meilleur moyen de vendre un personnage. C'est ça. C'est extrêmement intéressant et justement, ça m'intéresse tout particulièrement parce que je voudrais revenir sur cette question de la mort que vous venez un peu d'évoquer. Il faut savoir que donc certains personnages qu'on peut suivre peuvent mourir dans la fiction, hein, tout simplement, voilà, pour une raison X ou Y, le personnage est assassiné ou meurt dans l'histoire qui l'a fait naître. Mais on a aussi des personnages qui meurent tout simplement parce que le jeu dans lequel ils sont apparus s'est arrêté, il n'était pas rentable, donc il n'est plus disponible dans le catalogue du store sur votre téléphone. Et donc, pour empêcher la mort de leurs personnages, les joueurs et joueuses se trouvent ainsi contraints à jouer des heures durant, à investir parfois beaucoup d'argent, dans l'espoir que le jeu reste rentable et que du coup, leurs personnages continuent de vivre. Et je trouvais ça intéressant parce que c'est une forme de course contre la montre, hein, contre la mort annoncée de leurs personnages, et on a l'impression que ça les conduit quelque part à ne pas investir leur propre futur. Parce que du coup, ça va conduire, par exemple, des personnes à passer des heures sur le jeu, donc à ne plus peut-être être accessibles au monde extérieur, ou parfois à remplir leur appartement d'objets, presque en transformant l'appartement en mausolée pour le personnage. Et du coup, la question que je me demandais, c'est est-ce qu'il n'y a pas finalement une forme de désinvestissement par rapport à leur propre futur ? Alors, ce serait plutôt une posture de défi. C'est comme ça que je l'analyse. Le mouvement s'ancre dans une forme de contre-culture qui consiste à remettre en question les valeurs dites matérialistes de la société moderne, en adoptant la posture de l'ascète du XXIe siècle, celui qui dédie sa vie, ses biens et son sang même à l'amour d'un être intangible qui vient d'une autre dimension, qui relève presque du surnaturel. Donc le but en fait est de façon assez spectaculaire de gaspiller son argent volontairement. Donc il y a les femmes qui aiment des personnages notamment se livrent à des dépenses absolument somptuaires et elles le font volontairement en signe de dissidence afin de signifier que la vie dont elles rêvent ne s'inscrit pas dans le schéma classique, à savoir trouver un homme qui gagne suffisamment d'argent pour se l'approprier, avoir des enfants, économiser pour les études des enfants, pour la maison, pour la voiture, pour le frigidaire, et se retrouver à la fin de sa vie en bout de piste à se demander si tout ça finalement en valait la peine. Donc les femmes, en fait les adeptes, comme elles s'autodésignent de l'amour dit fictif, disent que la vraie vie c'est pas économiser pour acheter plus tard quelque chose, c'est pas investir de l'argent en bourse pour assurer son bien-être matériel, c'est brûler d'amour, avoir des sensations fortes dans l'instant et au passage abolir un système.
Alors, ça m'intéresse tout particulièrement, effectivement, cette question du désinvestissement du futur. Parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a un désinvestissement du futur au sens large aussi par rapport aux enjeux de crise écologique. Parce que vous dites, par exemple, qu'il y a des personnes qui vont prendre l'avion avec les personnages préférés qui sont sur les hublots, par exemple. Donc, ils vont juste prendre l'avion pour être dans le même espace que eux, ou vont acheter plein d'objets, on en a parlé. Et un désinvestissement aussi, donc, par rapport à la crise démographique. Et il y a un passage que j'ai absolument adoré dans votre ouvrage. C'est le passage où vous me lisez l'exemple de Nekonasu qui est amoureux de Reno. Alors, Reno, c'est une femme fictive qui apparaît donc dans une application mobile. Elle est venue du futur et donc elle doit lutter contre la perte des transports publics. Elle vient d'un futur où finalement il n'y a plus que des transports à monospace. Et donc elle veut lutter et protéger les lignes de chemin de fer. Donc elle représente une ligne de chemin de fer. Il y a d'autres personnages féminins qui représentent d'autres lignes de chemin de fer. Et donc, pour avancer dans l'histoire et développer une histoire avec les protagonistes féminins, il faut emprunter leur ligne de train, aller dans des stations parfois particulièrement éloignées, pour gagner donc des points d'affection. Et l'idée de cette application, c'est donc de lutter contre la fermeture aussi des stations de train, en poussant donc les utilisateurs à prendre le train, puisqu'il y a de plus en plus de stations qui se ferment, parce qu'il y a la crise démographique au Japon, et donc il y a des espaces de plus en plus désolés. Et là, je trouvais ça absolument passionnant. Donc Nekonasu, en jouant à ce jeu, et il est à la fois conscient de la chute démographique, puisqu'il la voit en empruntant des stations désolées de train, et en même temps, quelque part, il y participe malgré lui, puisqu'il est en relation avec un personnage fictif, et donc il ne va pas relever la chute démographique, mais il va quelque part participer à cette crise-là. Vous dites, il est conscient de tout ça, et parfaitement lucide de cette forme d'impuissance par rapport à ce qu'il voit. Et vous dites finalement, il se présente comme une forme de perdant glorieux. Je me suis demandé si ça faisait pas une espèce de figure un peu romantique, le retour d'une figure romantique, parce que ça m'a évoqué des vers de Cyrano de Bergerac, et où il dit « Que dites-vous ? C'est inutile, je le sais, mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » Oh, c'est magnifique. Oui, ça résume très bien cette attitude de désenchantement lucide et de volonté malgré tout de se battre, parce que c'est quelque chose auquel je tiens énormément. Il ne me semble pas que l'amour artificiel relève de l'escapisme. Il ne s'agit pas d'un déni de réalité, ni d'une fuite, ni d'une phobie des êtres de chair et d'os. Il s'agit bien, en fait, de constater de façon honnête et lucide que le système vous accule à rester seul et sans enfant, vous accule au célibat, que vous n'avez pas le choix, et que dans ces conditions qui pourraient sembler sans issue, il y a quand même moyen de lutter. Et donc, refusant de baisser les bras, ces hommes et ces femmes qui se mettent en couple avec des personnages fictifs comme ceux de ce jeu qui s'appelle Ekimemo, qui encourage donc les usagers à prendre le chemin de fer, eh bien, ces jeux encouragent les joueurs à investir leur argent dans une économie qui est celle des transports frappés par l'exode rural, à tenir à bout de bras ces lignes de chemin de fer qui sont presque désertées et d'une certaine manière à mettre du sens dans leur vie. C'est-à-dire, tous ces gens se demandent, mais je vais mourir seul. À quoi est-ce que ça sert que j'aille tous les jours au travail ? C'est souvent une réflexion qu'ils m'ont confiée. À un moment donné dans leur vie, ils ont traversé des périodes de désespoir et de dépression où ils se sont demandé à quoi rimait leur existence. Il ne semblait pas qu'il y ait une utilité quelconque à leurs activités à part d'assurer leurs maigres moyens de survie. Jusqu'au moment où ils rencontrent un personnage, me disent-ils, et cette rencontre les sauve. Elle les sauve parce que brusquement, elle leur redonne une motivation pour aller au travail le matin. Et de façon extrêmement intéressante, là, il y a à peine 2 semaines, un sondage vient d'être médiatisé au Japon qui dit que les entreprises s'intéressent de plus en plus aux employés qui se désignent comme des adeptes d'amour artificiel, que ces employés semblent beaucoup plus positifs et optimistes que les autres, qu'ils viennent au travail de façon plus dynamique, si j'ose dire. Enfin bref, qu'ils semblent être moins tristes que les autres, en tout cas, plus souriants. Et du coup, ces entreprises ont décidé d'accorder à ces employés-là des avantages concernant leur vie privée avec le personnage. Et c'est en train d'apparaître de manière absolument surprenante. Il y aurait bientôt possibilité de demander un congé quand il arrive un événement grave relatif au personnage qu'on aime.
Donc si un personnage mourait dans Boruto, par exemple, s'il y a un attachement par rapport à ce personnage, on pourrait potentiellement demander un congé de deuil. C'est en train de se profiler à l'horizon. J'attends le moment où véritablement des entreprises vont se lancer dans ce type de faveur. À ma connaissance, une seule jusqu'ici l'a fait, mais c'était uniquement pour des pop idoles de chair et d'os. Sur ces entrefaites, on va écouter une chanson de Hatsune Miku, qui est donc une chanteuse virtuelle. Une chanson qui s'appelle donc Love is War. Voilà, c'était Hatsune Miku, donc dans la chanson Love is War, Hatsune Miku, donc on a parlé plusieurs fois durant ce podcast. Et l'amour, c'est la guerre me paraît un titre assez révélateur en fait de l'état d'esprit des adeptes. Cet amour-là, l'amour pour Hatsune Miku, c'est une manière de faire la guerre contre une société qu'on veut changer. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve tout au long de votre ouvrage. Et d'ailleurs, vous qualifiez finalement les phytosexuels, les personnes qui sont donc amoureuses de personnages de fiction, vous les qualifiez presque d'un mouvement de résistance. Oui, ouais. oui, vraiment, c'est contestataire. Alors, à nos yeux d'occidentaux,
occidentaux, c'est difficile de voir parce que c'est un mouvement non violent, un mouvement d'amour. Mais il faut quand même se rendre à l'évidence. Les adeptes s'exposent à une forme de mort sociale parce que justement, ils ne s'inscrivent pas dans la droite ligne directrice de la reproduction dans tous les sens du terme de cette société, dont ils réfutent les tenants et les aboutissants. Et ce faisant, ils passent pour des désaxés, des fous. Les hommes et les femmes politiques les désignent du doigt comme bouc émissaire à la population tout entière. D'ailleurs, vous mentionnez un homme politique qui a voulu sanctionner les célibataires. En faisant une taxe sur les célibataires. Voilà, ce qui quand même paraît difficilement envisageable. Parce qu'ils sont jugés égoïstes. Ils renoncent à leur devoir de citoyens. Et ce qui est insensé, c'est que les hommes et les femmes politiques refusent de reconnaître que c'est le système tout entier qu'il faudrait changer pour permettre à la population de concilier vie privée et vie professionnelle, ce qui pour l'instant est impossible. Raison pour laquelle il y a une forte dénatalité. Je vais revenir sur la question de la mort qu'on a commencé à aborder parce qu'il y a un passage qui m'a passionné. Vous expliquez que donc il y a des personnes qui vont spécifiquement tomber amoureuses de personnages dont ils savent qu'ils vont mourir. Et alors, ça m'a évoqué cette forme d'amour qui est quelque part dans sa forme la plus violente, puisqu'on va nous enlever l'être aimé. Ça m'a fait penser à l'histoire de Sada et Kishi, qui a inspiré donc Pierre d'Essence. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est une histoire qui me semble est assez célèbre au Japon, puisque c'est une histoire vraie. Au moment de l'impérialisme japonais, Sada et Kishi donc s'enferment pendant une semaine pour faire l'amour, presque sans boire ni manger, jusqu'à ce que Sada tue Kichi, et donc elle va lui trancher en plus les organes sexuels. Et avec son sang, elle va marquer Sada et Kichi toujours ensemble sur la cuisse de Kichi. Et je me suis demandé si, quelque part, il n'y avait pas un imaginaire sur cet amour qui est un peu l'amour de la tragédie. Oui, tout à fait, oui. L'idée, en fait, est de se confronter à la perte. Une perte qui est, en fait, la réalité que l'on vit tous les jours, dans le sens que si on a réussi à trouver quelqu'un avec qui on s'est marié, on le perd parce qu'on le voit pratiquement plus, on est insatisfaite, je me parle du côté de la femme, parce qu'on renonce à son indépendance, on rate sa vie d'une certaine manière. Et puis, si on ne trouve pas de partenaire, eh bien, on meurt seul et sans enfant. Donc, dans tous les cas, il y a une insatisfaction. Les gens ont l'impression au Japon d'être pris en otage d'un système complètement dysfonctionnel. Et les amours artificiels reflète ce constat qui peut paraître désespérant, mais le retourne en motif de gloire plutôt que de renoncer, de finalement s'enfoncer dans le regret d'avoir été mis en échec par le monde réel. Eh bien, ils vont utiliser la fiction, le mettre à leur profit d'une certaine manière en se mettant en scène comme des losers magnifiques, puisque la société dit qu'ils sont losers, make inu, comme on dit, c'est un chien perdant, eh bien autant jouer le jeu jusqu'au bout et assumer le rôle d'amant glorieux qui brûle jusqu'au bout et qui brûle d'une flamme qui finalement permettra aux générations suivantes peut-être de vivre une vie plus heureuse. Parce que c'est ça le but. Il ne s'agit pas d'utiliser la fiction pour la beauté du geste, il s'agit d'utiliser la fiction pour modifier l'imaginaire collectif et pour proposer des scénarios dans lesquels l'homme et la femme ne sont plus dans des rapports, je dirais, de contrat, d'alliance nuptiale à visée reproductive. Il s'agit de faire autre chose, de tout axer sur la notion de plaisir, de présent et de gratuité du couple. Je pense que c'est important parce que la notion de gratuité du couple pourrait permettre à la société japonaise de trouver un nouvel équilibre. À l'heure actuelle, il faut le savoir, on ne peut pas avoir d'enfants hors mariage au Japon. Seuls 2% des enfants naissent hors mariage contre 60% en France. C'est très mal vu de faire couple sans être marié. Et les contenus de la pop culture japonaise sont des contenus qui proposent des nouvelles formes d'appariement, des nouveaux rôles de genre homme-femme. Et je trouve ça intéressant, c'est qu'ils se mettent en scène comme amants jusqu'au bout, mais au passage, ils bousculent un peu les idéaux patriarcaux habituels. Et alors, j'ai une dernière question qui concerne la question des isekai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les isekai, c'est un espèce de lieu commun, de topos, qu'on retrouve dans beaucoup de mangas, de webtoons, de jeux vidéo, qui est actuellement certainement le trope le plus célèbre dans les mangas, dans les shoujo, on le retrouve énormément. Donc shoujo, manga destiné plutôt à un public féminin. Et donc, ce trope-là
là, c'est l'idée qu'en fait, une personne de notre monde décède, souvent de manière assez violente, donc elle est souvent écrasée par un camion. Alors, il y a même un mème qui est né de ça, le Truck-kun, qui est donc le personnage Le camion du camion. chéri. Voilà, le camion. Celui qui va mettre fin, abréger vos souffrances ici-bas. Voilà, c'est ça. Donc le camion qui écrase le personne de notre monde devient presque un personnage bien aimé, parce que une fois que le personnage est mort, il ou elle bascule dans un autre monde. Alors ça peut être un monde où par exemple des hommes vont avoir un pouvoir particulier qui vont leur permettre de rentrer en relation avec un certain nombre de femmes très désirables. Et souvent dans les isekai où il y a une femme qui bascule dans l'autre monde, elle se réincarne en méchante. Et ça, c'est un trope qu'on retrouve énormément dans les mangas. Et je trouvais ça assez intéressant, parce que vous le soulignez, et c'est vrai que ça paraît surprenant qu'on puisse désirer se transformer en un personnage qui est haï par tous les autres au départ. Oui, en fait, l'idée, c'est méchante parce qu'elle va se refuser aux hommes qui la poursuivent dans cet autre monde peuplé de ikemen, c'est-à-dire de beaux gosses, tous plus séduisants les uns que les autres. Eh bien non, elle s'accorde ce luxe extraordinaire de se refuser à eux pour se livrer à une activité qui l'intéresse beaucoup plus, à savoir créer une entreprise, faire fructifier des terres, des biens, etc. Et créer un monde dans lequel l'harmonie règne, parce que d'une certaine manière, il n'y aura pas de jaloux entre les hommes, puisqu'elle ne s'accorde à aucun d'entre eux. Et même d'ailleurs, les femmes qui la désirent, elles se refusent aussi à elle. Donc à égalité, hommes et femmes la désirent, et elles se refusent à tous pour ne se consacrer qu'au bien-être de tous. Et ce faisant, les femmes qui jouent à ces jeux de isekai ou qui consomment des contenus isekai, ça peut être aussi des mangas ou des dessins animés, se projettent dans un rôle qui les console de n'avoir pas pu faire carrière éventuellement. C'est le rôle dont beaucoup de japonaises rêvent, c'est l'idée qu'on puisse s'accomplir sans se marier, sans être obligé de se sacrifier pour se mettre au service d'un mari, qu'on puisse s'accomplir en tant que femme d'entreprise libre et solitaire et célibataire, sans être immédiatement conspuée, montrée du doigt comme la méchante en fait. C'est pour ça qu'elle joue le rôle de la méchante dans ses contenus, c'est parce qu'elles reprennent à leur compte le rôle qu'on leur fait jouer dans la réalité, mais qu'elles le retournent en quelque chose de positif. Et ça, je trouve ça formidable. C'est un retournement de stigmate typique. Donc voilà, elle joue le rôle de la méchante et elle s'éclate. Et alors, pour terminer, donc là, c'est pas une question, mais je voulais vous en parler parce que votre ouvrage m'a vraiment fait penser à ce jeu vidéo qui s'appelle Nier Automata et qui a été créé par Yoko Taro. Et dans Nier, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, les humains, ils ont quitté la Terre à bord d'un vaisseau spatial parce que voilà, la Terre, elle a été envahie par des aliens. Et donc, ils ont envoyé des androïdes pour se battre contre ces aliens dans l'espoir un jour de pouvoir revenir sur la planète Terre. On suit donc deux personnages, deux androïdes, un homme et une femme, qui sont sur la planète Terre et qui vont donc combattre des aliens. Et alors attention, je vais spoiler. Et alors en fait, on découvre au fur et à mesure du jeu que les humains sont déjà morts. En fait, il n'y a plus d'humains. Dans le monde de Nier Automata, ils ont échoué. Mais les androïdes, le vaisseau mère des androïdes, continue à faire perpétuer le mensonge que les humains sont toujours là, parce que sinon les androïdes n'ont plus de raison d'exister. Et finalement, on est donc du coup dans un monde profondément nihiliste de pourquoi vivre sans Dieu, puisque les humains sont des dieux dans le monde de Nier Automata. Et en fait, ça va être résolu à la fin du jeu, où il y a le générique de fin, et donc on se retrouve dans une espèce de shoot 'em up, donc c'est-à-dire dans un petit vaisseau qui va se battre contre les crédits qui défilent du jeu. Donc déjà, ce fait de tirer dans le générique de fin, quelque part, c'est une manière de lutter contre le destin, contre le système, et contre l'inéluctable. Et en fait, pour survivre, pour terminer cette fin, il est obligatoire de demander de l'aide à un autre joueur situé dans le monde entier, qui va sacrifier les sauvegardes de son jeu, pour venir en aide, et tout en vous envoyant un message écrit dans sa langue pour vous soutenir et pour vous dire que vous pouvez y arriver. Cet acte final du jeu, c'est accepter de tout perdre pour laisser les autres survivre, mais aussi l'idée qu'on est dépendant des uns des autres et on peut que survivre grâce à ça. Et donc je vais vous faire écouter maintenant un extrait qui est la chanson finale de Nier Automata, qui est chantée en 3 langues, en japonais, en langue du chaos, qui est une langue inventée, et en anglais. Et vous entendrez derrière le chœur des développeurs du jeu qui chante. Et le thème de la chanson, c'est le poids du monde, finalement, ne peut être que porté à plusieurs. Merci beaucoup.
Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio, en partenariat avec Collatéral, la Gaîté Lyrique, les Chants Libres et le service culturel de Rennes 2. Cet épisode a été réalisé par Alice Latouche. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité pour questionner l'époque dans laquelle nous nous trouvons.